Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps pour comprendre comment notre travail, notre quotidien au bureau ou à la maison a été façonné. On va voir comment on est passé de l'idée de l'employé rouage à celle du collaborateur. Alors, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a des chefs, des équipes, des process? Eh bien, rien de tout ça n'est dû au hasard. En fait, tout ça, c'est l'héritage de plus d'un siècle de réflexion, de théorie, pour essayer de rendre le travail plus efficace. Ok, on commence par le tout début, la première grande époque, l'école classique. Et là, l'idée, elle est super simple, presque brutale. L'organisation doit fonctionner comme une machine parfaitement huilée, précise, prévisible, sans aucun grain de sable. Le grand nom à retenir ici, c'est Frederick Winslow Taylor. Si on a parfois cette impression d'être juste un petit rouage dans une immense mécanique, eh bien, c'est un peu à cause de lui. Son organisation scientifique du travail a vraiment posé les bases d'une vision du travail entièrement tournée vers la productivité maximale. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, les principes de Taylor, c'est la décomposition totale. Pensez à une chaîne de fast-food, c'est l'exemple parfait. Il y a une personne pour la viande, une autre pour le pain, une autre pour la sauce. Chaque geste est analysé, chronométré, standardisé. Il y a ceux qui pensent en haut et ceux qui exécutent en bas sans se poser de questions. C'est la recherche de l'efficacité pure. L'autre pilier de cette vision mécanique, c'est la bureaucratie, théorisée par Max Weber. Mais attention, il faut oublier le sens négatif qu'on donne au mot aujourd'hui. Pour Weber, au contraire, c'était le moyen le plus rationnel, le plus juste d'organiser les choses. Fini l'arbitraire du chef, place à des règles claires, écrites et qui s'appliquent à tout le monde. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe de la bureaucratie. D'un côté, c'est génial, c'est prévisible, c'est stable, et en théorie, l'égalité de traitement est garantie. Mais le revers de la médaille, on le connaît bien, ça devient incroyablement lent, rigide, et ça a beaucoup de mal à s'adapter quand le monde autour change. Forcément, cette vision de l'organisation machine a fini par montrer ses limites. Et là, on entre dans une phase complètement différente. Une vraie révolution qui va enfin remettre l'humain au centre du jeu. Si on a déjà senti à quel point une bonne ambiance d'équipe peut tout changer, eh bien c'est grâce aux penseurs de cette époque. Le changement de mentalité est radical. On passe de l'idée que seul l'argent motive à une compréhension beaucoup plus fine. On découvre que les relations avec les collègues, le sentiment d'appartenir à un groupe, le besoin de reconnaissance, tout ça, ça a un impact énorme sur la performance et le bien-être au travail. Et ce qui a tout déclenché, c'est une série d'expériences devenues légendaires, les expériences de Hawthorne. À la base, le chercheur Elton Mayo et son équipe voulaient juste voir si un meilleur éclairage améliorait la productivité. Et ils ont découvert, presque par accident, un truc bien plus puissant. Le simple fait de s'intéresser aux employés, de leur parler, de les considérer, eh bien ça augmentait leur productivité. C'est le fameux effet Hawthorne. C'est dans ce contexte qu'Abraham Maslow développe sa fameuse pyramide. L'idée est simple, nos besoins sont hiérarchisés. Une fois que la base est assurée, la sécurité d'un salaire par exemple, le travail peut devenir une source pour combler d'autres besoins, bien plus élevés. Le besoin d'appartenir à une équipe, d'être respecté et même de s'accomplir, de réaliser son plein potentiel. Bon, maintenant on va prendre un peu de hauteur, parce que les théories qui suivent ont compris une chose essentielle. Une entreprise, ce n'est pas une île déserte. Elle vit dans un écosystème. Elle interagit constamment avec le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique. On ne voit plus l'entreprise comme une machine, mais plutôt comme un organisme vivant. Elle a ses organes internes qui doivent bien fonctionner ensemble, mais surtout, elle est sensible à tout ce qui se passe dehors. Une crise économique, une nouvelle loi, une innovation technologique, tout ça la touche directement. Elle doit s'adapter pour survivre. Et ça nous amène à une idée qui paraît simple, mais qui est fondamentale, la théorie de la contingence. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas une seule bonne façon d'organiser une boîte. C'est fini le one best way. La bonne façon d'organiser, en fait, ça dépend de plein de facteurs. On ne va pas gérer une petite start-up de la tech de la même manière qu'une grosse administration. Est-ce que le marché est stable ou complètement chaotique? La structure idéale, c'est celle qui colle le mieux à la situation. Ok, jusqu'ici, on a vu la machine, l'humain, l'organisme. Maintenant, on va ouvrir le capot et regarder la partie un peu plus désordonnée. La réalité des jeux de pouvoir, des décisions imparfaites, bref, de la politique interne. Herbert Simon a un peu cassé le mythe du décideur parfait. Il a montré que dans la vraie vie, on n'a jamais toutes les informations, ni tout le temps du monde. Notre rationalité est limitée. Du coup, on ne cherche pas la meilleure solution possible, on cherche la première qui semble assez bonne. Une solution satisfaisante pour résoudre le problème. Et puis, il y a l'analyse stratégique, qui va encore plus loin. Elle nous dit que l'organisation, c'est une arène où des acteurs, avec leurs propres intérêts, jouent leur partie. Et le pouvoir, ici, ce n'est pas forcément le titre sur la carte de visite. Le vrai pouvoir, c'est de contrôler une zone d'incertitude. Par exemple, la seule personne qui sait faire fonctionner le vieux logiciel comptable, cette personne détient un pouvoir énorme. Alors après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que ces vieilles théories sont dépassées? Pas du tout. Au contraire, il faut les voir comme une formidable boîte à outils.
Chacune nous donne une grille de lecture pour décrypter la complexité de nos entreprises aujourd'hui. Ce tableau résume parfaitement notre parcours. On est parti de la machine, froide et efficace, on a ensuite découvert la communauté, avec ses besoins sociaux, puis l'organisme vivant qui doit s'adapter à son environnement, et enfin l'arène politique avec ses jeux d'acteurs. Chaque métaphore nous éclaire sur une partie de la réalité. Et on termine avec une question ouverte pour réfléchir. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui bouleverse tout et le télétravail qui s'installe, sur quelles idées va-t-on s'appuyer ? Est-ce qu'on va assister à un retour de la quête d'efficacité de la machine, ou est-ce qu'au contraire, le besoin de communauté humaine sera plus fort que jamais ? Le débat est ouvert.